Je l'ai vue, cette bague, scintiller une dernière fois sous les lustres du salon familial, avant qu'il ne la jette au loup des enchères parisiennes, comme un vulgaire caillou ramassé dans la poussière de Provence. Ils riaient, mes oncles et tantes, en sirotant leur champagne tiède, ignorant que j'avais déjà signé les papiers pour acheter le domaine ancestral, pierre par pierre, secret après secret. Et moi, assis dans l'ombre, j'ai juré sur le sang de ma grand-mère que leur trahison serait le dernier acte de cette comédie familiale. Le mien serait la chute finale, impitoyable. Les vignes de Saint-Émilion s'étendaient comme des veines saignantes sous le soleil implacable de l'été 2015, quand tout a commencé. J'étais alors Étienne Duval, le fils prodigue, le mouton noir que l'on tolérait à table pour les apparences. Ma grand-mère, Élise, régnait sur ce domaine comme une impératrice déchue, ses mains arthritiques serrant la bague en saphir que son père lui avait offerte lors de son mariage en 1947, juste après la Libération. Cette bague n'était pas un bijou, c'était un talisman, gravé d'un serment, pour l'honneur, pour le sang. Elle la portait jusqu'à son dernier souffle en 2010, murmurant à mon oreille « Protège-le, Étienne. Ils viendront pour tout. » Mais ils étaient déjà venus. Mon frère aîné, Laurent, l'héritier autoproclamé, avait toujours eu les yeux plus gros que le ventre. Avocat à Paris, il paradait dans ses costumes sur mesure, négociant des fusions pour des multinationales qui avalaient les petites vignobles comme le nôtre. Il m'avait haï dès l'enfance, parce que j'étais le rêveur, celui qui préférait les vendanges aux tribunaux. Et pourtant, c'est moi qui ai porté le chapeau pour lui, en 2008. Une affaire de détournement de fonds, il avait cuisiné les comptes du domaine pour financer ses vices. Une maîtresse à Neuilly, des dettes au cercle Haussmann. J'ai avoué, moi, le Benjamin innocent, pour sauver la famille. 3 ans de prison à Fresnes, où les murs suintent la trahison et où les nuits sont hantées par les cris des oubliés. Quand je suis sorti, en 2011, Laurent m'a serré la main en public, me glissant à l'oreille. « Tu es un bon petit frère, Étienne. Oublie tout ça. » Oublier. J'ai appris à Paris, dans les bas-fonds de la finance underground, à transformer la rage en or. J'ai monté une société d'import-export de vins rares, masquée derrière des coquilles à Luxembourg. En 3 ans, j'ai amassé assez pour acheter des châteaux en ruine le long de la Loire. Mais le domaine Duval, il était à moi, en secret, depuis 6 mois. J'avais contacté l'agent immobilier via un prête-nom, payant en liquide pour éviter les traces. Laurent et les autres, ma tante Claire, veuve acariâtre qui gérait les dettes. Mon cousin Philippe, le jouisseur qui squattait la maison principale, ignorait tout. Il pensait que j'étais ruiné, un ex-tolard recyclé en sommelier freelance. La réunion de famille avait été convoquée par Laurent, sous prétexte de sauver l'héritage. Nous nous sommes réunis dans le grand salon du château, avec ses tapisseries fanées et son odeur de moisi qui collait à la peau comme un reproche. Il y avait une quinzaine d'entre nous, oncles, tantes, cousins éloignés venus de Lyon et de Marseille, tous prêts à saigner la bête. Laurent présidait, un verre de notre meilleur Bordeaux à la main, ironie du sort, c'était le millésime que j'avais vinifié avant la prison. Le domaine est en faillite, a-t-il déclaré, sa voix suave comme du velours pourri. Les impôts nous étouffent. Nous devons vendre des actifs. La bague d'Élise, par exemple. Elle vaut 100 000 € aux enchères de Drouot. J'ai senti mon sang se glacer. La bague. Celle que ma grand-mère m'avait fait jurer de protéger. Claire a hoché la tête, ses lèvres pincées en un sourire carnassier. C'est du passé. Élise est morte, et nous, nous vivons. Philippe Harry, un éclat gras et vulgaire. Imaginez, un saphir pour payer mes dettes de jeu. Ils ont voté à l'unanimité, sans me consulter. J'étais l'ombre, le muet. J'ai observé, impassible, tandis que Laurent enveloppait la bague dans un chiffon, la glissant dans sa mallette comme un vulgaire contrat. Ce soir-là, seul dans ma chambre d'hôtel à Bordeaux, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les papiers d'achat du domaine scintillaient à l'écran. Propriété transférée à E. Duval, via SARL anonyme. 100 hectares de vignes, le château, les caves. Tout à moi. Et eux, ils dormaient, rêvant d'or volé. Les jours suivants ont été un prélude à l'orage. J'ai feint l'indifférence, aidant même à emballer les meubles pour la vente aux enchères. Laurent m'a tapoté l'épaule. Tu vois, Étienne, la famille passe avant tout. Je souriais, mais intérieurement, je tissais ma toile. J'avais engagé un détective privé, un ancien flic de la PJ nommé Moreau, pour creuser les secrets enfouis. Ce qu'il a déterré m'a retourné l'estomac. Laurent n'avait pas seulement détourné des fonds, il avait falsifié le testament d'Élise. Une clause secrète, dictée sur son lit de mort, me léguait la moitié du domaine. Mais Laurent l'avait effacée, payant un notaire corrompu à Bergerac pour la faire disparaître. Pire, Claire, sa complice, avait empoisonné subtilement les relations familiales, répandant des rumeurs sur ma culpabilité dans la mort d'un ouvrier lors des vendanges de 2007, un accident que j'avais couvert pour Philippe,
qui était ivre au volant du tracteur. La trahison s'enracinait plus profond que je ne l'imaginais. Chaque nuit, dans les rues sombres de Bordeaux, je marchais le long de la Garonne, écoutant le murmure de l'eau qui charriait les mensonges. J'ai commencé à planifier. Pas une vengeance brute, non, quelque chose de français, raffiné, empoisonné comme un roman de Dumas revisité par Simenon. D'abord, isoler Laurent. J'ai contacté un journaliste du Figaro, un ami de Moreau, et glissé des documents anonymes sur les irrégularités fiscales de mon frère. Pas assez pour le couler, juste pour le faire douter. Puis, pour Claire, une lettre anonyme à son cercle de bridge, révélant son adultère avec le curé de Saint-Émilion, un scandale qui l'a forcé à s'isoler à Marseille, prétextant une dépression. Philippe était le plus facile, un appel à ses créanciers, feignant d'être un cousin outragé, et ses dettes de jeu ont gonflé comme une cave inondée. Il a vendu sa part du domaine en urgence, ignorant que l'acheteur était mon prête-nom. Bientôt, la réunion de famille suivante, en automne 2015, s'est tenue dans une atmosphère tendue, sous un ciel de plomb qui promettait la tempête. Ils étaient moins nombreux, Laurent, pâle et irritable, Philippe, les yeux fuyants, quelques oncles résignés. « Nous vendons le reste », a annoncé Laurent, sa voix chevrotante. Les vignes, le château. Un promoteur de Lyon offre un bon prix. J'ai hoché la tête, feignant le désespoir, et la bague. Il a ri, nerveux, vendu la semaine dernière. Cent 20 000. Merci, Élise. Ce soir-là, alors que la pluie martelait les vitraux du salon, j'ai décidé d'accélérer. J'ai convoqué Moreau dans un bistrot enfumé de la rue Sainte-Catherine. « Trouvez-moi le notaire », ai-je murmuré, sirotant un pastis amer. Et tout ce qui lie Laurent à l'empoisonnement des rumeurs. Il a acquiescé, ses yeux de rat creusant l'obscurité. 2 semaines plus tard, les premiers coups ont porté. Un article dans Sud-Ouest sur des irrégularités au domaine du Val. Laurent a paniqué, appelant une réunion d'urgence. « Quelqu'un nous sabote !» a-t-il hurlé, pointant du doigt les ombres. Moi, j'étais là, silencieux, un verre à la main, savourant le vin que j'avais empoisonné de ma propre vendetta. La tension montait comme la sève dans les vignes gelées. Claire est revenue, les traits tirés, murmurant des accusations contre Philippe. C'est lui, le joueur. Il nous vend aux enchères. Philippe a riposté, révélant son adultère à elle dans un éclat de rage alcoolisée. La famille se fissurait, pierre par pierre, exactement comme je l'avais prévu. Mais Laurent était le serpent au cœur du jardin. Il m'a confronté seul, un soir de novembre, dans les caves humides où les furons ronnaient comme des bêtes endormies. « Étienne, dis-moi la vérité. » Es-tu impliqué? Ses yeux que j'avais protégés en prison, brillaient d'une lueur rusée. J'ai souri. « Frère, la vérité est un vin qui se bonifie avec le temps. » Il n'a pas insisté, mais j'ai vu la peur s'installer. Bientôt, les offres pour le domaine ont commencé à chuter. Mes interventions discrètes auprès des acheteurs potentiels, via des rumeurs de contamination aux pesticides. Les oncles ont déserté, vendant leur part à des prix dérisoires. Philippe s'est suicidé, ou du moins c'est ce qu'on a dit. Une chute dans la Garonne, une bouteille vide flottant à ses côtés. Était-ce moi? Non, mais j'avais laissé filtrer ses dettes à ses bookmakers marseillais. Un accident prévisible. La famille pleurait, mais Laurent serrait les dents, nous tiendrons. Noël approchait, et avec lui, la grande révélation. J'ai préparé le terrain. Une lettre manuscrite, envoyée à tous, signée de la main d'Élise, une forgerie parfaite, réalisée par un faussaire de Montmartre. Elle accusait Laurent d'avoir altéré le testament, me léguant tout. Bien sûr, c'était un appât. Quand ils se sont réunis pour la veillée, dans le château aux lumières tamisées, j'ai fait irruption, les papiers d'achat en main. « Le domaine est à moi », ai-je déclaré, ma voix résonnant comme un glas. Laurent a blêmi, impossible. Tu es ruiné. J'ai ri, pour la première fois depuis des années. Ruiné? Non, frère. J'ai acheté votre ruine. Le choc a été électrique. Claire a hurlé, un oncle a invoqué la police. Mais Laurent, malin comme toujours, a contre-attaqué. Et la bague? Tu l'as laissée vendre. J'ai sorti une boîte de velours. La bague, rachetée aux enchères sous un pseudonyme. Elle n'a jamais quitté mes mains. La trahison qu'ils m'avaient infligée se retournait contre eux, un miroir brisé reflétant leur face déformée. Mais ce n'était que le début. La vraie vengeance, UAM et inexorable, attendait dans les ombres de l'hiver bordelais. L'hiver 2016 s'est abattu sur Saint-Émilion comme une malédiction biblique, avec des vents hurlants qui arrachaient les dernières feuilles des vignes nues, les laissant saigner leur sève gelée sur la terre craquelée. J'avais pris possession du domaine officiellement, via un huissier impassible qui a lu les actes sous les yeux écarquillés de Laurent et Claire. Propriété indivise dissoute.
Tout revient à Étienne Duval. Les mots ont claqué comme des fouets, et pour la première fois, j'ai vu la peur nue dans les yeux de mon frère. Pas la ruse, pas le calcul, mais une terreur primitive, celle d'un renard piégé dans sa propre fosse. Ils ont tenté de contester, bien sûr. Laurent a mobilisé ses contacts au barreau de Bordeaux, engageant une armée d'avocats aux honoraires exorbitants. Fraude, hurlait-il dans les couloirs du tribunal, ses cravates défraîchies trahissant les premières fissures de sa façade. Claire, reléguée à une chambre d'hôte miteuse à Libourne, ourdissait des lettres anonymes, accusant moi d'avoir manipulé le marché immobilier. Mais j'étais prêt. Mon réseau, tissé dans les alcôves enfumées des clubs privés parisiens, incluait un juge à la retraite qui avait enquêté sur les magouilles de Laurent en 2008. Un coup de fil discret, et les preuves de falsification du testament ont émergé. Le notaire de Bergerac, sous pression, a craqué lors d'un interrogatoire banal. J'ai été payé pour effacer la clause, a-t-il balbutié, les mains tremblantes. Laurent a perdu son premier round au tribunal en février, et avec lui, sa réputation. Je me suis installé au château, seul avec les fantômes. Les domestiques partis, les caves vides de leur rire, il ne restait que le tic-tac de l'horloge comtoise et le murmure des rats dans les murs. Chaque soir, je m'asseyais à la table d'Élise, la bague à mon annulaire, et je revivais les trahisons. Ma prison à Fresnes n'était pas seulement du béton. C'était une école de haine où j'avais appris que la famille n'est qu'un contrat précaire, rompu au premier intérêt. Laurent m'avait sacrifié pour ses ambitions. Claire avait empoisonné les puits de la vérité avec ses ragots. Philippe. Eh bien, Philippe avait payé le prix d'une vie dissipée. Mais était-ce assez? Non. La vengeance, dans l'âme française, doit être un opéra tragique, avec des airs lents et des chutes brutales. J'ai commencé par les vignes. Au printemps, quand les bourgeons ont percé la croûte hivernale, j'ai engagé des experts de l'INRA pour analyser les sols. Contamination au cuivre, héritage des traitements chimiques négligés sous la gestion de Laurent. J'ai porté plainte pour dégradation environnementale, visant directement la société qu'il avait créée pour gérer le domaine. Les amendes ont plu comme une averse acide, 200 000 €, payés de sa poche. Il m'a appelé, sa voix rauque au téléphone. « Étienne, c'est de la folie. Nous sommes du même sang. » J'ai répondu, froid comme un mistral. « Le sang? Tu l'as versé le premier, frère. » Claire, elle, a tenté une approche plus sournoise. Elle s'est présentée un après-midi de mars, sous une pluie fine qui perlait sur son chapeau noir, comme des larmes de crocodile. « Laisse-moi rester, Étienne. Je suis ta tante. Pense à Élise. » Je l'ai invitée dans le salon, servi du thé empoisonné de politesse. Elle a supplié, puis accusé. « C'est toi qui as poussé Philippe au suicide. » Tu es un monstre. J'ai sorti les enregistrements, Moreau avait tout capturé. Ses appels aux créanciers, ses murmures venimeux au curé. « Et toi, tante, combien de vies as-tu ruinées pour un peu de commérage ?» Elle est partie en pleurant, mais pas avant que je ne glisse un dossier à son avocat. Preuve de son implication dans la falsification. Une semaine plus tard, elle vendait sa maison de Marseille pour payer ses propres frais légaux. La famille s'effritait, et avec elle, les alliances. Les oncles, autrefois si prompts à voter la vente, m'envoyaient maintenant des lettres hypocrites. « Félicitations pour ton acquisition, neveu. » Mais je voyais clair dans leur jeu. Ils attendaient mon faux pas pour contre-attaquer. J'ai accéléré. En mai, j'ai rouvert les vendanges, embauchant des saisonniers portugais et roumains, des ombres discrètes, loyales à l'argent. Le premier millésime sous mon nom, Vengeance d'Élise, a été lancé en cuvée limitée, étiqueté d'une gravure, la bague en saphir. Les critiques du monde l'ont encensé, un vin âpre, tourmenté, qui goûte la trahison et la rédemption. Les commandes ont afflué, de cavistes de Tokyo à collectionneurs de New York. Laurent, ruiné par ses procès, a vu ses propres affaires s'effondrer. Ses clients fuyaient, sentant l'odeur de scandale. Un soir de juin, sous un ciel étoilé qui moquait nos misères terrestres, Laurent est venu seul. Il a gravi l'allée de gravier, sa silhouette voûtée se découpant contre les lumières des torchers que j'avais allumés pour l'occasion. Parlons, Étienne. Sans avocat. Nous nous sommes assis sur la terrasse, face aux vignes sombres, un verre de mon nouveau vin entre nous. Il a commencé par les excuses, j'étais jeune, ambitieux. La prison. Je ne voulais pas ça pour toi. Mensonge. Ses yeux fuyaient les miens. Puis, la contre-offensive. Mais toi, tu as acheté en secret, manipulé les prix. C'est de l'extorsion. J'ai ri doucement. Extorsion? Non, justice. Tu m'as volé 3 ans de vie. Je te prends tes illusions. La conversation a dérapé quand il a sorti une enveloppe jaunie. Une lettre d'Élise, datée de 2007. Lis ça. Elle savait pour Philippe et l'accident. Elle voulait que tu le couvres, pour protéger la famille.
Pas moi. Mon cœur a chaviré. Était-ce vrai? Élise, ma confidente, m'avait-elle manipulé à mon tour? J'ai lu, les mots dansant comme des spectres. Étienne, mon chéri, porte le fardeau. C'est ton destin, pour le sang. Le choc m'a foudroyé. Toute ma rage, fondée sur une illusion? Non. C'était un faux, un autre tour de Laurent. L'écriture trop parfaite, l'encre trop fraîche. Moreau l'a confirmé le lendemain, une imitation grossière. Mais le doute s'était insinué, un ver dans la pomme. L'été a apporté la chaleur suffocante et les premiers craquements. Claire a été arrêtée pour diffamation aggravée. Ses ragots sur moi avaient franchi la ligne, touchant des tiers innocents. Au tribunal de Bordeaux, elle a pleuré, implorant ma pitié. J'étais dans la salle, anonyme au fond, observant son effondrement. Laurent, lui, a perdu sa licence d'avocat en juillet, suite à une enquête de la CNIL sur ses détournements. Il s'est replié à Paris, dans un studio exigu du Marais, vendant ses costumes pour payer le loyer. Des rumeurs couraient, il buvait, fréquentait des cercles douteux. J'ai envoyé Moreau le surveiller. Il complotait, contactant des truands de Pigalle pour régler le compte avec moi. La tension culminait en août, lors d'une canicule qui faisait fondre l'asphalte des routes bordelaises. J'ai reçu une menace anonyme, la bague ou le sang. C'était Laurent, bien sûr. J'ai répondu par un geste symbolique. J'ai fait exhumer le corps de Philippe, officiellement pour une autopsie de routine, révélant des traces d'alcool et de dettes non remboursées. La presse locale a titré « Suicide ou fuite ?» Le mystère du Val. La famille, ce qu'il en restait, s'est déchiré publiquement. Un oncle a publiquement me renié sur Facebook, un autre a tenté de squatter le château, que j'ai fait évacuer par des huissiers armés de scellés. Pourtant, dans la solitude des nuits, le doute me rongeait. Était-ce vraiment justice ou vengeance aveugle? La bague pesait lourd à mon doigt, son saphir froid comme un œil accusateur. J'ai visité la tombe d'Élise, au cimetière de Saint-Émilion, sous un soleil impitoyable. Ai-je bien fait, grand-mère? Ai-je murmuré aux roses fanées? Le vent a répondu par un silence UAM, et j'ai su que le chemin n'était pas fini. Laurent préparait son coup final, et moi, le mien. Un twist qui ferait basculer le monde en débat, sauver ou détruire jusqu'au bout. Septembre 2016 a apporté les vendanges, mais pas la joie coutumière. Les raisins pourrissaient sur la vigne, touchés par un mildiou précoce, un fléau que les experts ont attribué à la négligence passée, mais que j'ai soupçonné d'être saboté. Des traces de soufre illégales dans les pulvérisateurs, sabotés dans l'ombre. Laurent. Il était revenu en Gironde, se terrant dans un motel sordide près de Libourne, complotant avec des ombres que Moreau identifiait comme des ex-tolards de ma connaissance à Fresnes. Il prépare quelque chose de gros, patron, m'a averti mon détective, un cigare mâchonné entre les dents. Une arnaque immobilière, ou pire. J'ai renforcé les gardes, des anciens militaires de Légion, discrets et impitoyables, patrouillant les limites du domaine sous couvert de protection contre les vandales. Le château, autrefois un havre de fête familiale, était maintenant une forteresse, ses grilles hérissées de caméras. Je dormais peu, hanté par des rêves où Élise me tendait la bague, son saphir se muant en une lame. Dans ses visions, Laurent riait, et Philippe flottait dans la Garonne, les yeux ouverts sur des secrets non dits. Étais-je le héros de ma propre tragédie, ou le vilain que la famille avait créé? Claire, libérée sous caution en attendant son procès, a tenté une rédemption théâtrale. Elle m'a écrit une lettre, postée de Marseille. « Étienne, mon neveu chéri, je confesse tout. C'était Laurent qui m'a forcé à mentir sur l'accident de 2007. Philippe était innocent. C'est lui, ton frère, qui conduisait le tracteur ce soir-là. J'ai couvert pour lui, comme tu l'as fait pour nous tous. Pardonne-moi. » Le papier tremblait dans mes mains. Une confession ou un nouveau piège? J'ai confronté Moreau, vérifié. 2 jours plus tard, la vérité a éclaté. C'était authentique. Des enregistrements vocaux, cachés dans un coffre bancaire, montraient Laurent ivre, avouant à Claire « J'ai écrasé ce salaud d'ouvrier. Étienne portera le blâme. Il est faible. » La rage m'a consumé comme un feu de paille. Non seulement Laurent m'avait volé ma liberté, mais il avait assassiné, un homicide involontaire, couvert par le sang familial. J'ai décidé d'agir, pas par la loi, trop lente et corrompue, mais par l'ombre. J'ai contacté un contact de mes jours underground, un facilitateur, nommé Raoul, ex de la DGSE, spécialisé dans les ajustements discrets. Faites-lui peur, ai-je ordonné. Mais pas de traces. Raoul a acquiescé, ses yeux de glace promettant l'exécution parfaite. La première frappe a eu lieu mi-septembre. Laurent a été agressé dans une ruelle de Bordeaux, près du marché des Capucins. 2 silhouettes masquées, un passage à tabac modéré, côte fêlée,
nez cassé. La police a classé ça en rixe banal, mais il a su. Il m'a appelé, la voix nasillarde. C'est toi, Étienne? Tu descends aussi bas? J'ai répondu, bas? Regarde-toi dans le miroir. Frère. Tu es déjà au fond. Il a raccroché, mais le doute l'a rongé. Bientôt, ses derniers alliés l'ont abandonné. Un cousin a témoigné contre lui dans l'affaire du testament, attiré par une récompense anonyme que j'avais placée. Octobre a apporté les feuilles mortes et les procès. Au tribunal, Claire a plaidé coupable, écopant de 6 mois avec sursis, un marché que j'ai influencé via un procureur sympathique. Elle m'a regardé depuis le banc des accusés, ses yeux implorant pardon. Je n'ai pas bougé. Laurent, lui, affrontait une avalanche. Plainte pour homicide involontaire réouverte, grâce à des témoins miraculeux que Moreau avait dénichés dans les archives ouvrières. Les journaux titraient « Le scandale Duval, un fratricide enfoui ». La France, friande de drames familiaux, dévorait l'histoire, débats enflammés sur BFM, édito dans Le Point sur la décadence des lignées bordelaises. Mais Laurent n'était pas fini. Fin octobre, il a contre-attaqué avec une audace qui m'a presque admiré. Il a publié un mémoire anonyme en ligne, sur un blog obscur, La vérité sur Étienne Duval, le taular vengeur. Il y déversait tout, ma prison comme complot personnel, mes affaires underground comme blanchiment, et pire, une allégation monstrueuse. J'aurais séduit sa femme, Isabelle, pendant ses voyages d'affaires. Faux, bien sûr, Isabelle m'avait fui après Fresnes, horrifiée par le stigmate. Mais le poison a pris. Des ragots sur les forums de wine lovers, des appels anonymes au domaine. Mes ventes ont chuté de 20%, et pour la première fois, j'ai senti la solitude peser. J'ai riposté par le silence, mais en profondeur. Raoul a infiltré son cercle, un ami qui l'a encouragé à parier gros sur une fausse type de course à Auteuil. Laurent, désespéré, a tout misé. Son appartement du Marais, ses derniers bijoux familiaux. Perdu. Évincé à la rue, il a atterri dans un foyer pour SDF près de la Seine, un fantôme hirsute que les passants évitaient. Claire, apprenant sa chute, m'a supplié lors d'une visite surprise « Arrête, Étienne. Il est brisé. Pense à notre sang. » J'ai fermé la porte. Notre sang? Il est empoisonné depuis des générations. Novembre a gelé les vignes, et avec lui, le doute s'est cristallisé. Un soir, fouillant les papiers d'Élise dans le grenier poussiéreux, j'ai trouvé une lettre scellée. À mon petit-fils Étienne, si tu lis ceci après ma mort. Elle confessait, Laurent n'est pas le fils de ton grand-père. Un amant de la résistance, un juif caché dans les caves pendant l'occupation. J'ai menti pour protéger l'héritage. Toi, tu es le vrai Duval. Venge-nous. Le twist m'a assommé. Laurent, mon frère, un imposteur bâtard? Était-ce la clé de sa haine, ou un mensonge de plus? J'ai confronté l'ADN via un labo discret à Toulouse, négatif. Faux, encore. Mais le mal était fait. Le doute sur mon propre sang me rongeait. La tensión culminait. Laurent, traqué, a tenté un dernier coup. Il a incendié une remise aux outils du domaine, une nuit de brouillard. Les flammes ont léché les fûts, mais mes gardes ont éteint vite. Arrestation immédiate. Pyromanie, avec antécédent. En cellule, il a craqué, avouant tout à un codétenu, enregistrement glissé par Raoul. La police a bouclé l'affaire homicide 2007. Condamnation, 20 ans ferme. Assis au fond de la salle d'audience en décembre, sous les flocons qui dansaient dehors, j'ai vu son regard croiser le mien. Pas de haine, juste un vide infini. Était-ce la victoire? Mais la vengeance, UAM compagne, n'apporte pas la paix. Claire s'est suicidée 2 semaines plus tard, une overdose de somnifères dans sa chambre d'hôtel à Arcachon. Lettre d'adieu, Étienne, tu as gagné. Mais à quel prix? La presse a hurlé au scandale, la malédiction Duval, fratricide et suicide. Les débats ont enflammé les dîners en ville. Étais-je justicier ou tyran? Sauveur du domaine ou destructeur de lignée? Moi, je marchais seul dans les vignes enneigées, la bague lourde au doigt, me demandant si le twist final n'était pas en moi. L'année 2017 s'est ouverte sur un silence de tombeau, le domaine Duval enveloppé d'un manteau de givre qui craquait sous les pas comme des os brisés. Laurent pourrissait à Clairvaux, une forteresse médiévale où les échos des chênes se mêlent au murmure des damnés. Claire gisait au cimetière de Marseille, sa pierre tombale anonyme balayée par le Mistral. Et moi, Étienne Duval, seigneur incontesté de 100 hectares de terre stérile, je régnais sur des ruines. Les vendanges de l'an passé avaient produit un vin âpre, baptisé l'arme d'hiver, qui s'était vendu à prix d'or aux amateurs de tragédies en bouteille. Mais l'argent ne comble pas les abysses. Les débats rageaient dans la presse. Sud-Ouest me dépeignait comme un anti-héros provincial, un mot passant moderne vengeant les offenses bourgeoises.
Libération me taxait de fasciste familial, un Zola inversé qui avait troqué la solidarité pour la vendetta. Des pétitions en ligne appelaient à ma rédemption, d'autres à mon exil. À Paris, lors d'une dégustation au Salon de l'Agriculture, un journaliste m'a accosté. « Monsieur Duval, votre frère en prison, justice ou cruauté ?» J'ai levé mon verre, la justice est un vin trouble. Chacun y goûte ce qu'il apporte. Pourtant, les nuits étaient peuplées de fantômes. Élise me visitait en rêve, sa silhouette voilée tendant la bague. « Assez, mon fils. Le sang appelle le sang. » Je me réveillais en sueur, le saphir froid contre ma peau, et je descendais aux caves, où les fûts ronronnaient comme des confesseurs muets. C'est là que Moreau m'a trouvé un matin de février. Un cigare éteint aux lèvres. « Patron, il y a du nouveau. » Laurent. Il parle. Mon détective avait infiltré la prison via un codétenu payé. Mon frère, brisé, dévidait ses secrets lors des promenades au préau. L'empoisonnement l'endélise, pas naturel mais accéléré par des doses de digitaline dans son thé, pour hâter l'héritage. Claire complice, Philippe témoin muet. Le choc m'a plié en deux. Ma grand-mère, empoisonnée, par la famille qu'elle avait protégée toute sa vie. J'ai exigé des preuves, autopsie exhumée, analyse toxicologique via un labo suisse discret. Positif. Digitaline, traces infimes mais indéniables. La rage, cette vieille amie, a ressurgi, plus noire que jamais. Mais avec elle, un dilemme. Rouvrir l'enquête signifierait détruire le nom Duval pour de bon, exposer Élise à la boue des tabloïds. Ou taire, et porter seul le fardeau. Le twist se tordait en moi, un nœud gordien que ma lame hésitait à trancher. J'ai décidé de confronter les ombres restantes. D'abord, l'oncle Henri, le seul survivant des aînés, terré dans sa villa de Cannes. Je me suis présenté sans annonce, sous un soleil méditerranéen qui moquait ma tourmente intérieure. Il m'a reçu dans son jardin de palmiers, un verre de rosé à la main. « Étienne, mon garçon, tu as gagné la guerre. Assieds-toi. » Ses yeux, voilés par l'âge, brillaient d'une ruse intacte. J'ai posé la question brute, l'empoisonnement d'Élise. « Tu savais ?» Il a pâli, puis ri, un gloussement sec. « Savoir ?» J'ai aidé à le couvrir. Laurent voulait tout, et Élise s'accrochait. C'était un mal nécessaire. La famille passe avant une vieille. Sa confession a été un poison lent. Il a avoué, les doses mesurées, les alibis fabriqués, Philippe comme messager innocent. « Et toi, oncle ? Pourquoi ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « Pour le domaine. Pour que les Duval ne sombrent pas comme en 1940, quand les Allemands ont pillé nos caves. » Une justification tordue, imprégnée de cette France collaborationniste qu'Élise avait fui. J'ai quitté Cannes sans un mot, mais avec un plan, ruiné Henri. Ses investissements en immobilier côtier, fragiles comme du sable, ont été sabotés par des fuites orchestrées à la mairie. Permis refusés, scandales environnementaux. En mars, sa villa était aux enchères, et lui, en maison de retraite, un légume oublié. Le printemps a fleuri, mais pas mon âme. Les vignes reverdissaient, lourdes de promesses, et mon vin vengeance d'Élise remportait un prix au concours de Bruxelles. Les commandes affluaient, transformant le domaine en machine à cash. J'ai engagé une équipe, un œnologue alsacien nommé Klaus, une intendante marseillaise, des vendangeurs loyaux. Le château revivait, rénové avec un luxe discret, salon lambrissé, cave climatisée. Mais la solitude était mon ombre fidèle. Pas d'amante, pas d'amis, seulement la bague et les lettres anonymes de soutien ou de haine qui s'entassaient sur mon bureau. En avril, le twist a frappé comme un éclair. Une femme s'est présentée aux grilles, Isabelle, l'ex-femme de Laurent. Élégante dans un tailleur gris, les cheveux relevés en chignon sévère, elle a demandé audience. « Étienne, je sais pour l'empoisonnement. J'ai des preuves. » Dans le salon, face à la cheminée crépitante, elle a déballé des journaux intimes de Laurent, cachés dans leur grenier parisien, détaillant le plan. Pire, une révélation qui m'a glacé. Pendant ma prison, Isabelle et moi avions eu une brève liaison, un moment de faiblesse lors d'une visite conjugale volée. Tu n'étais pas au courant, mais je suis enceinte de toi. Notre fils a 7 ans maintenant. Laurent l'a élevé comme sien. Le monde a basculé. Un fils, Alexandre, le garçon que j'avais vu en photo familiale, avec mes yeux et le sourire d'Élise. Isabelle a expliqué, peur du scandale, chantage de Laurent. Il menaçait de te garder en prison plus longtemps si je parlais. La trahison ultime, mon propre frère, père par mensonge, m'avait volé un enfant. Les larmes ont coulé, chaudes et amères. Était-ce la clé du twist ? Venger Élise en sauvant mon sang, ou plonger plus profond dans l'abîme ? J'ai exigé un test ADN, positif. Alexandre était mien.
J'ai contacté un avocat de famille à Paris, préparant une garde partagée. Mais Laurent, depuis sa cellule, a pris, via un codétenu corrompu. Sa riposte a été vicieuse. Une lettre à Isabelle, la menaçant de révéler notre liaison au juge pour la priver de droits parentaux. Paniquée, elle m'a supplié « Sauve-le, Étienne ». Pas pour moi, pour lui. J'ai négocié en secret, garde exclusive pour moi, en échange du silence sur l'empoisonnement. Le juge, influencé par mes dossiers, a tranché en mai. Alexandre est arrivé au domaine, un garçon de 7 ans aux yeux hantés, serrant un ours en peluche. « Papa, c'est toi ?» L'émotion m'a submergé. Nous avons marché dans les vignes, sa main minuscule dans la mienne, et pour la première fois, la bague a semblé légère. Mais le paradis est fragile. Des paparazzis ont flairé l'histoire, le fils caché du Vendetta Duval. Débats enflammés. Étais-je un père rédempteur ou un kidnappeur manipulateur? La France se divisait, phalange pour et contre. Pendant ce temps, Henri est mort en juin, un infarctus dans sa chambre aseptisée, suicide assisté, murmura Théon. Son testament, tout à moi, par haine ou remords. L'été 2017 a été un tourbillon, élevage d'Alexandre, avec des leçons d'œnologie et des contes sur Élise, relance du domaine, avec un millésime sang du fils qui a conquis les critiques. Mais Laurent complotait encore. De Clairvaux, il a orchestré une évasion ratée, un complice arrêté, des lettres interceptées révélant un plan pour enlever Alexandre et le rendre à sa vraie famille. La police a renforcé ma protection, et j'ai visité mon frère pour la première fois. Dans la salle des parloirs, séparé par le plexiglas, il a souri, édenté. « Tu as gagné le garçon. Mais il portera ma marque, Étienne. Comme toi, tu portes la mienne. » Ces mots ont semé le doute. Alexandre, en cauchemar, appelait « Papa Laurent ». Était-ce la fin, ou le prélude à un nouveau cycle? La vengeance, je l'ai compris, est un vin qui fermente éternellement. Automne 2017 a enveloppé le domaine d'une mélancolie dorée, les feuilles des vignes virant au roux sanglant sous un soleil bas qui allongeait les ombres comme des doigts accusateurs. Alexandre s'acclimatait, un petit prince parmi les fûts, apprenant à presser les raisins avec des mains encore potelées. « C'est comme du jus de sorcière, papa », riait-il, et son rire effaçait un instant les cicatrices. Isabelle visitait, tendue mais reconnaissante, nos conversations glissant sur des sables mouvants de regrets et de possibles. « Merci de l'avoir sauvé », murmurait-elle. Je hochais la tête, mais intérieurement, la question brûlait. Sauvé de quoi? De Laurent ou de moi-même? La presse s'essoufflait, mais les débats persistaient dans les cafés de Bordeaux. Duval est un héros tragique, arguaient les uns. Un psychopathe en veste de tweed, répliquaient les autres. Un podcast viral, vins empoisonnés, disséquait l'affaire, interviewant des cousins anonymes qui me peignaient en monstre. J'ignorais, focalisé sur le domaine. Expansion vers l'export bio, partenariat avec des châteaux de Margaux. Le Vincent du Fils devint un phénomène, étiqueté d'un saphir stylisé, symbole de résurrection. Les ventes explosèrent, transformant mes ruines en empire. Mais l'ombre de Laurent planait. En octobre, une lettre de Clairvaux. « Frère, je sais pour le gosse. Il est à moi. Reviens-moi, où je révèle tout, l'empoisonnement, ta liaison, et pire, Élise n'était pas ta grand-mère. Un secret de 1943, un viol pendant l'occupation. Tu es bâtard, comme moi. » Le papier a tremblé dans mes mains. Un mensonge? Ou la twist finale, celle qui ferait voler en éclats mon identité? J'ai ordonné à Moreau un test ADN approfondi, exhumant le corps d'Élise pour comparaison. Les résultats, livrés en novembre sous scellé, négatifs. Faux, encore. Mais le doute avait germé, un cancer dans l'âme. Alexandre, sentant la tourmente, s'est renfermé. Pourquoi oncle Laurent est en prison? C'est à cause de toi? A-t-il demandé un soir, assis sur le tapis du salon, la bague scintillant à mon doigt comme un œil moqueur. J'ai hésité, puis raconté une version édulcorée, il a fait du mal à grand-mère. Je l'ai arrêté pour protéger notre maison. Il a hoché la tête, mais ses yeux, mes yeux, brillaient d'une compréhension précoce. Isabelle, apprenant la lettre, a supplié « Laisse tomber, Étienne ». Pour lui, la vengeance nous consume tous. Décembre a apporté la neige, rare en Gironde, couvrant les vignes d'un linceul purificateur. J'ai organisé une veillée pour Élise, invitant la famille restante, des cousins lointains, des employés loyaux. Pas de fantômes, seulement des toasts aux vengeances d'Élise. Mais au milieu de la nuit, un appel, Laurent s'était évadé. Alerte nationale, battu dans les vignes bordelaises. Raoul et les gardes ont fouillé, armes au poing. Rien. Puis, l'aube, un corps dans la Garonne, près du pont de Pierre. Laurent, poignet tailladé,
Une lettre cousue dans sa veste. Pour le sang. Adieu, frère. Suicide ou mise en scène. L'autopsie a révélé des traces de lutte ecchymoses récentes, comme celle de mon agression passée. La police m'a interrogé. Vous aviez motif, moyen, occasion. J'ai nié, impassible, mais le doute m'enserrait. Était-ce Raoul, zélé? Ou pire, une part de moi qui avait murmuré l'ordre fatal? Les débats ont explosé. Duval, meurtrier ou victime. La France se chie en phalange, certains me voyant martyr, d'autres bourreau. Le twist final est venu à Noël, sous le sapin scintillant. Alexandre a trouvé une boîte cachée dans les caves. Des lettres d'Élise à un amant inconnu, datées de 1943. Mon amour, l'enfant grandit. Je le protégerai du monde. Lecture. Le viol était vrai, mais consenti, un résistant, père biologique. Moi, fruit d'un amour interdit, pas d'une violence. Laurent avait menti pour me briser. Mais la lettre ultime, à moi, Étienne, venge pas la haine, mais l'amour. Laisse le sang guérir. J'ai pleuré, enfin, brisant la bague sous mon talon. Saphir en miettes, serment rompu. Le domaine, vendu en partie à une coopérative, gardant le cœur pour Alexandre. Isabelle et moi, un futur fragile. Kết thúc. Pas BKCH, mais suspendu, justice rendue, mais à quel prix? La vengeance, UAM maîtresse, m'avait libéré ou enchaîné plus fort. Dans les vignes, sous la neige fondante, j'ai planté un nouveau CEP, réconciliation. Le vin viendra, et avec lui, peut-être, la paix.